Salut à tous, bienvenue dans cette Rétrosport sur NRTV. Je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Au menu sportif, cette semaine, place à un challenge à vélo organisé par la société lyonnaise Rufo Cycling System. Ensuite, on prendra des nouvelles de Sofia Yokoyama qui se prépare à disputer les mondiaux de bloc et on grimpe avec elle. Ensuite, on vous parle des Special Olympics, la compétition pour personnes atteintes de déficience mentale aura lieu en hiver prochain. La délégation suisse est connue et 3 athlètes de la région lyonnaise y figurent. Enfin, on se prépare à courir pour le Tour du Pays de Vaud qui va passer par la région de Gland ce printemps. Je vous remercie de regarder ce programme et je vous dis bonne émission, à la semaine prochaine. Ciao. Le printemps est là et les cyclistes se réjouissent de pouvoir enfin sortir leur vélo pour fêter le retour des beaux jours. La structure lyonnaise Rufo Cycling System organise un challenge pour les 2 roues de la région, découpé en 3 étapes pour 3 ascensions à gravir. Le défi a débuté le 1er avril et se tiendra jusqu'au 30 juin prochain. Le principe est simple, chacun parcourt l'itinéraire de son choix quand il veut, en solo, et sort ensuite son chronomètre pour comparer son temps et sa performance à celle des autres. Bonjour Loïc Ruffo. Bonjour. Loïc, tu es cofondateur et dirigeant de la société Rufo Cycling System, donc qui propose, on va le dire, des entraînements et de l'encadrement pour cyclistes de tout niveau. Ça, c'est à l'année. Et puis là, ce challenge ouvert à tous en 3 étapes. Alors, un petit mot sur ces 3 étapes. Quelles sont-elles ? Alors la première étape se déroule dans la montée du Mollard, la deuxième dans la route des montagnes et la troisième sur la montée de la Barriette. Donc 3 différentes étapes à parcourir sur 3 mois, donc avril, mai et juin. D'accord, donc la première, le Mollard, c'est une course de 3 km avec 7,3% de dénivelé. La deuxième, on est sur une course de 7,8 km environ, avec presque 7% de dénivelé aussi. Et puis la dernière, plus longue, de 12 km. Vous avez fait sur un niveau un peu... c'est crescendo, c'est ça hein ? Oui, exactement. C'est crescendo. Déjà, il y a le climat. C'est clair que forcément, la Barriette, on a plus de chances de la faire sans avoir de la neige au mois de juin qu'au mois d'avril. Mais l'idée, c'était effectivement de faire quelque chose qui va aussi crescendo dans la difficulté, même si la difficulté n'est pas forcément dans la longueur, mais aussi dans l'intensité. Mais donc, c'était de pouvoir faire découvrir et proposer plusieurs types d'efforts aux participants et de faire quelque chose de progressif pour les gens qui sont un peu plus novices ou qui se mettent au vélo ou qui ont un peu peur. Comme ça leur permet en fait aussi de se motiver et de faire des choses progressivement parce que si on fait que la Barriette, c'est une montée qui est quand même exigeante. Donc on s'est dit ça emmène une certaine progressivité et puis ça construit aussi les gens physiquement et puis dans leur motivation à aller vers cet événement-là. Comme ça, tous les cyclistes peuvent participer, tous les niveaux, et puis on peut aussi choisir en fait de faire 1, 2 ou 3 courses, c'est ça ? Oui, exactement. On a voulu faire quand même quelque chose par étape parce que dans le contexte actuel, on a très vite vu que les courses n'allaient pas vraiment pouvoir reprendre très vite. Donc on voulait faire quelque chose qui amène de la motivation sur une période assez grande, tout en laissant la possibilité aux gens de faire qu'une étape s'ils le veulent ou s'ils ne peuvent, parce que certains vont au ski jusqu'à tard ou n'ont pas forcément des dispos sur les 3 mois, donc ils peuvent aussi choisir l'étape de leur choix et puis se challenger seul ou avec un groupe d'amis sur 1, 2 ou 3 étapes. Ouais. Donc tu l'as dit, c'est ça qui vous a motivé à organiser cette course, c'est le fait qu'il y ait très peu de compétitions et de challenges comme ça en temps de Covid. Là, alors, on n'a toujours pas, on retrouve pas en fait le lien social que les cyclistes peuvent aussi apprécier dans les compétitions, mais on a l'esprit de challenge justement qu'on peut retrouver durant ces 3 mois. C'est ça. Oui, cet événement a vraiment été effectivement, la période Covid nous a poussé à le mettre en place, mais c'est aussi quelque chose qu'on avait envie de faire depuis longtemps, depuis quelques temps, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qu'on entraîne ou qui sont autour de nous, qui ne peuvent pas forcément se rendre sur des compétitions, parce que leur vie professionnelle, leur vie familiale, le coût aussi de ces déplacements fait que des fois c'est un petit peu compliqué de tout concilier. Et on s'est dit, imaginons quelque chose où les gens peuvent
chez eux. Rester chez eux. Dans cette période-là, on est sur quelque chose qui demande pas de déplacement. Ils peuvent le faire quand ils veulent. Donc que ça soit en semaine, que la personne elle aille rouler entre midi et 2 ou le soir à 18h ou le samedi avant que les enfants se lèvent. Enfin, voilà, vraiment quand ils veulent. Et puis voilà, c'était d'emmener ce côté un petit peu compétition, challenge pour se motiver. Et puis voilà. Ouais. Comment ça marche, Loïc, pour s'inscrire déjà et puis ensuite enregistrer son chrono ? Alors, toutes les informations sont disponibles sur notre site internet, dans l'espace boutique. Donc, c'est www.rufo-cycling-system.com. Donc, dans la boutique, il y a toutes les informations pour s'inscrire. Donc, les gens s'inscrivent à ce challenge. Ensuite, en confirmation, ils reçoivent par mail un document récapitulatif et explicatif de tout le challenge avec les différentes étapes. Ouais. Ils reçoivent également un petit bon. Donc ce bon va leur servir à venir sur notre camp de base qui est le café Tête de Course à Nyon, donc un café cycliste. À ce moment-là, ils vont pouvoir récupérer leur race pack. Donc en gros, c'est un bidon avec des produits de nos partenaires, offerts par nos partenaires avec leur dossard. Ils pourront également bénéficier d'un café offert par Tête de Course. Et à partir de là, il y a donc les différentes étapes où ils ont des traces GPX qui leur sont données. Donc soit ils font la trace GPX qu'on leur donne où dans chaque trace il y a la montée du mois, ou alors s'ils connaissent la région et qu'ils veulent faire un autre parcours rallongé un petit peu avant ou après, ils font le parcours qu'ils veulent. Et puis une fois qu'ils ont validé leur sortie, qu'elle est mise en ligne sur l'application pour le réseau social pour cyclistes, on va dire Strava, ils ont un lien qui est donc donné dans le dossier où ils prennent le lien, ils l'uploadent sur le site internet et nous on récupère le lien et on s'occupe de générer et le chrono. Le chrono. Voilà, donc on enregistre son chrono avec l'application Strava. Ouais, exactement. Et l'inscription donc coûte, c'est un tarif de 45 francs, c'est ça? Ouais, exactement. C'est un tarif de 45 francs, donc il comprend l'inscription au challenge. Ils ont ensuite les différents lots qui leur sont, les différents cadeaux qui leur sont donnés. Oui, parce qu'on l'a pas dit. Le fait de s'inscrire, c'est qu'on participe aussi à un tirage au sort en fait. Il n'y a pas que le plaisir sportif du challenge et de la compétition avec le chronomètre, exactement. Mais il y a aussi une carotte à la fin. Exactement. L'idée, c'était de faire quelque chose où déjà tout le monde, dès que la personne s'inscrit, a quelque chose avec son race pack et puis son café chez Tête de Course. Et puis ensuite, effectivement, il y a deux possibilités de remporter des lots dans ce challenge. C'est soit en se démarquant par ses résultats donc sur les différents classements hommes et femmes sur les différentes étapes, ou alors en participant au tirage au sort sur tous les inscrits à la fin des 3 mois, où là on a les lots les plus beaux, en tout cas on peut dire, qui sont mis en jeu pour tout le monde. Donc vous vous inscrivez et vous participez donc à ce tirage au sort. Alors on comprend ce que les cyclistes peuvent y gagner avec cette course, et puis vous, cette société Rufo Cycling System, qu'est-ce que vous y gagnez? Déjà, pour nous, c'est effectivement aussi l'opportunité d'ajouter un nouveau, on va dire quelque chose de nouveau à notre catalogue de prestations, en plus de tout ce qu'on fait. Et puis surtout, ça nous permet notre leitmotiv, c'est de vivre et de faire vivre des expériences. Donc on le fait au travers de nos différents services. Et là, c'est vraiment quelque chose qui nous permet encore une fois d'aller dans ce sens-là, de vraiment dynamiser la communauté cycliste, de faire que les gens consomment du vélo. Ouais. Que ce soit au niveau du matériel, de l'entraînement, de l'implication, de tout ça. Donc c'est vraiment pour nous aussi très important d'essayer de faire des événements qui permettent aux gens d'accrocher et puis de se faire plaisir à vélo parce qu'on pense que c'est quelque chose de bien. Effectivement, c'est ce que vous défendez, ça c'est sûr. Comment ça se passe justement, un petit mot sur Rufo Cycling System, qui organise d'habitude donc des stages, des séjours, des entraînements en groupe, donc en fait beaucoup de choses qui se passent, des fois des séjours à l'étranger aussi. Ouais. Je sais qu'en 2020 vous avez réussi à monter un col dans les Alpes italiennes, donc il y a plein de choses comme ça que vous organisez. Là en ce moment avec le Covid, c'est compliqué de réunir des gens?
Alors, de réunir les gens, oui. Après, on a une grande partie de notre activité qui est du coaching individuel, donc des suivis d'entraînement qu'on peut faire à distance. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on peut garder. Après, effectivement, pour toute la partie accompagnement sur les courses, la mise en place des stages, là, on avait pendant l'hiver un gros programme qui était basé sur l'étranger, en Espagne. On change, on s'adapte à la situation, on mesure. Là, dernièrement, avant que les dernières mesures soient prises en France, on avait fait un stage dans la Drôme. Là, au lieu d'aller à Gérone, on va aller dans le Tessin. Donc on essaie de s'adapter à la situation, de mettre en place des organisations en respectant toutes les règles sanitaires pour essayer de proposer des alternatives plutôt que d'annuler ou de repousser. Après, c'est clair qu'on est dans tous les cas limité sur nos événements, soit par le nombre de personnes, soit par les destinations. On essaye de se réinventer, on essaye de proposer des choses nouvelles et puis voilà, surtout d'essayer de faire des choses pour garder la motivation des gens et puis en essayant de passer cette période toujours dans l'idée de faire que ce soit une période positive pour les gens, quoi, plutôt que d'attendre parce que... Voilà. Bon, alors du coup, si vous êtes cycliste, que vous avez envie d'entraînement, de coaching personnalisé, et puis quand le temps Covid pourra le permettre de faire des séjours donc à l'étranger et d'autres escapades, eh bien vous rendez chez Rufo Cycling System du coup, et puis inscrivez-vous pour cette course en 3 étapes, pareil sur le site internet. Merci beaucoup Loïc Ruffo d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, et puis à très vite sur les routes alors. Bah oui, plein de succès du coup. En vous retrouver. Ah oui, alors d'accord, je vais me mettre au vélo et puis c'est le challenge, viens avec vous. C'est ça. Merci Loïc. Merci à vous. Elle se prépare à disputer la Coupe du Monde de bloc ce week-end à Meiringen dans le canton de Berne. Après une reprise de compétition en demi-teinte ce mois de mars lors de la Coupe suisse, la grimpeuse rolloise de 22 ans, Sofia Yokoyama, s'entraîne dur en ce moment pour livrer sa meilleure performance les 16 et 17 avril. Et elle est avec nous sur le plateau d'NRTV. Bonjour Sofia. Bonjour. Sofia, comment tu te sens avant cette Coupe du Monde, cette étape de Coupe du Monde ce week-end ? Alors, avec cette année un peu difficile, je dois dire que je me sens quand même assez bien. Peut-être pas au top de la forme que j'aimerais avoir, mais je suis déjà contente de pouvoir commencer les compétitions cette année. Année difficile, c'est-à-dire que 2020, c'était le calme plat, quoi. Pas de compétition. Pour moi, il n'y avait vraiment pas de compétition internationale cette année. Ouais. Donc là, du coup, c'est la motivation de reprendre ça, malgré justement cette reprise, je l'ai dit, un peu, où tu étais un peu déçu. Je crois que tu as fini 8e en Coupe Suisse, tu n'as pas pu aller dans les finales, et puis du coup, tu étais un peu déçu, frustré. Ouais, alors on a eu la première Coupe Suisse il y a environ 1 mois, et malheureusement, ça s'est pas si bien passé. J'ai pas fait finale, j'ai fini 8e. Et puis, alors que je me sentais vraiment bien, j'avais l'impression que ça aurait pu bien se passer, mais non. Je pense qu'un an sans compétition, ça affecte quand même un peu la tête. Il faut se remettre dans le bain, en fait. C'est ça. Et du coup, là, maintenant, comment tu fais pour t'entraîner avec quel mental tu vas disputer cette Coupe du Monde ? Alors, après la Coupe Suisse, j'ai vu que y a certains aspects que je dois encore un peu travailler dessus mentalement tant que physiquement. Du coup, là, j'attaque la première Coupe du Monde plus dans un aspect d'avoir une mentalité différente que j'avais comparée à la Coupe Suisse et de me dire que je suis là vraiment pour m'amuser et que c'est la première Coupe du Monde après plus d'1 an. Et du coup, juste vraiment m'amuser et puis donner tout ce que je peux et puis essayer de ne pas être déçue à la fin. D'accord, donc dans un esprit assez zen en fait pour une Coupe du Monde. Ouais, j'ai entre guillemets rien à perdre. Ouais. Sachant que c'est la première et puis il y en aurait d'autres à la suite de l'année, quoi. Ouais. C'est quoi justement l'objectif là pour toi ce week-end ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Quelles sont les performances que tu veux atteindre ? J'ai plutôt des objectifs mentaux que résultats. J'ai bien sûr un résultat où je veux finir. J'ai envie de finir entre top 30, top 20, voire faire demi-finale. Ouais. Mais j'essaie de me concentrer plus sur l'aspect mental et puis être dans une bonne mentalité dans la compète et puis pas m'énerver comme j'ai tendance à faire et juste vraiment être dans le moment et puis m'amuser. Ouais. Ça passe justement par les phases d'entraînement. D'ailleurs, c'est combien d'heures par jour à peu près pour une grimpeuse d'entraînement ? Alors, ça dépend des jours, mais par semaine, ça peut monter jusqu'à environ 25 heures d'entraînement.
Et avec les heures de grimpe, le trajet, les entraînements dans la salle de fitness. Ouais, parce qu'il y a c'est un sport qui demande beaucoup de musculation en fait aussi. Ouais, alors ça demande beaucoup de force dans les doigts, dans les bras, dans le gainage, dans le dos. Il faut avoir une explosivité aussi dans les jambes. C'est très complet et puis c'est ce que j'aime bien dans ce sport. Tu t'es centré dorénavant sur le bloc parce que du coup il y a 3 disciplines en fait dans la grimpe. Il y a la voile, la vitesse et le bloc. Ouais. Toi, depuis 1 an, tu as décidé de vraiment te spécialiser dans le bloc. Pourquoi cette décision ? Alors, parce que je trouve que si tu te concentres un peu sur les 3 disciplines, tu te perds un peu dans l'entraînement et tu peux pas vraiment être efficace et puis faire ton mieux dans une discipline. Du coup, je me suis dit que je vais vraiment essayer de me concentrer sur une discipline, devenir le plus fort que je peux devenir dans cette discipline, et puis après, pourquoi pas m'ouvrir aux autres disciplines et puis m'entraîner un peu plus là-dedans. Mais ouais, à l'époque, quand j'entraînais les 3, j'étais un peu trop éparpillée dans faire de la voix, faire du bloc, et puis c'était jamais vraiment 100% efficace comme ça. Ouais. Justement, on va parler aussi des JO de Tokyo, parce que du coup, donc, tu ne disputeras pas les Jeux Olympiques de Tokyo cet été, parce que tu n'as pas pu en fait te rendre aux dernières étapes de qualification fin 2020, parce que tu étais blessé, il me semble. Comment tu as pris justement mentalement le fait de faire une croix sur les JO de Tokyo ? Alors c'était un peu dur au début. Je savais que de toute manière ça allait être dur pour me qualifier et que les chances étaient quand même basses, mais je me suis dit qu'il y a quand même une petite dernière chance pour cette dernière compétition. Mais ouais, malheureusement en début d'année 2020, je m'étais fait mal au doigt. Et avec Covid, j'ai pris quand même pas mal de pauses pour essayer de récupérer, mais ça allait pas mieux. Et de toute manière, en novembre, je me sentais pas vraiment en forme. Et puis du coup, on avait discuté avec les entraîneurs. Et puis on est revenu à la conclusion de se concentrer sur une seule discipline. Et j'ai passé à autre chose. Je me suis concentrée sur d'autres objectifs. Et puis vraiment à me concentrer pour faire en sorte que mes doigts ils aillent mieux. Et ouais, pourquoi pas 2024 ? Ouais, parce que justement, j'ai envie de dire un mal pour un bien quelque part, parce que la spécificité, c'est qu'à Tokyo, il me semble que les épreuves de grimpe, elles étaient justement multidisciplinaires. Il fallait faire les 3 disciplines, justement, bloc, voie et vitesse, ce qui ne sera pas le cas à Paris en 2024, où tu pourras justement te focaliser sur le bloc. Du coup, c'est ton objectif. Ouais, alors... Il y a juste un truc différent à Paris, c'est que bloc et voie sont quand même liés. D'accord. Du coup, il y a une médaille pour bloc et voie, mais la vitesse, c'est une discipline à part. Et puis, c'est un peu la vitesse qui est très différente comparée aux 2 autres disciplines. Du coup, ça, c'est déjà un bon avantage, mais peut-être 2028, les 3 disciplines seraient séparées. Quoi. Ouais. Mais pour le moment, donc, ton objectif, vraiment, là, c'est Paris 2024. Ouais, c'est le plus gros objectif. Après, il y a aussi les championnats du monde à Berne en 2023. Du coup, ça va être vraiment un événement incroyable. Et puis ça, c'est aussi un gros objectif qui va suivre. Ouais. Et pour cette année, alors là, on dit l'étape de Coupe du Monde qui a lieu ce week-end dans le canton de Berne. Après, quelles sont les prochaines étapes pour cette année pour toi, Sophia ? Alors, malheureusement, on ne va pas hors Europe pour les compètes de bloc. Avec le trajet, Covid et tout, je ne pense pas que c'est la meilleure décision non plus. Mais du coup, le prochain objectif, c'est en juin. Mi-juin, c'est la prochaine Coupe du Monde de bloc et c'est à Innsbruck, il me semble. Ok. Donc encore pas mal de travail, pas mal d'entraînement à faire. Ouais. Et puis il y a aussi les championnats du monde à Moscou en septembre. Septembre, c'est ça. Ça, c'est aussi un objectif. Là, ça fait partie des qualificatifs pour Paris 2024 déjà ? Non, pas encore. Hein. Ouais, il me semble que ça commence qu'en 2023. D'accord. Ok, donc il y a le temps, mais en tout cas, on voit tes objectifs, on voit ce que tu as dans le viseur. Oui. On te souhaite le meilleur déjà pour ce week-end et puis pour la suite de cette année. Merci beaucoup. On suivra aussi pour les JO. Ouais. Merci Sophia. Merci à toi, à bientôt. Salut. L'hiver est terminé et pourtant cap déjà sur l'hiver prochain et plus particulièrement en janvier 2022 puisque à Kazan en Russie au World Winter Games des Special Olympics, la Suisse sera représentée par une délégation de 65 athlètes. Il s'agit du plus grand événement sportif au monde pour les personnes atteintes de déficience mentale. Du 22 au 28 janvier prochain, les sportives et sportifs participeront à des compétitions de ski alpin, de snowboard, de ski de fond, d'uni-hockey ou encore de raquettes
raquettes à neige. Au sein de cette délégation suisse, 3 athlètes viennent du district de Nyon et sont représentés par l'institution L'Espérance basée à Étoile. Bonjour Dominique Pont. Bonjour. Dominique, vous êtes responsable animation au sein de l'institution L'Espérance. Ce n'est pas la première fois que des résidents de L'Espérance participent à ce type de jeu des Special Olympics. Qu'est-ce que ça représente pour l'institution et pour les athlètes ? Alors effectivement, l'institution L'Espérance est très engagée dans le mouvement spécial olympique. Bien entendu, ce n'est pas la première fois que nos résidents ou certains de nos résidents participent à ces jeux, qu'ils soient locaux, régionaux, nationaux ou mondiaux, comme ceux qui vont se dérouler au mois de janvier prochain en Russie. Ça représente de l'engagement, ça représente beaucoup d'efforts, de travail, mais c'est aussi beaucoup de fierté, en tout cas pour nos sportifs. Et puis surtout, c'est d'ailleurs l'objectif initial du mouvement spécial olympique, c'est la reconnaissance et la valorisation de nos personnes en situation de handicap à travers le sport. On va les présenter quand même. Donc les 3 athlètes du district de Nyon, il y aura Aurélien Bermudet, Anton Cusin et Géraldine Orbert. Tous les 3 participent à la discipline de ski de fond. Comment ça se passe justement pour une inscription au Special Olympics ? Qui décide ? Est-ce que ce sont les athlètes qui disent nous on a envie de participer à ces Jeux ? Comment ça se passe ? Alors, le mouvement spécial olympique promeut la différence, promeut la reconnaissance à travers le sport. Et une des conditions pour participer aux Jeux mondiaux, qui ont lieu tous les 4 ans, en alternance avec ceux d'été, c'est de participer aux Jeux nationaux, qui d'ailleurs ont eu lieu au mois de janvier l'an passé en 2020. En 2020 à Villars. Après, le système de sélection est un peu particulier, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes premier ou deuxième dans votre discipline aux nationaux que vous allez forcément participer aux mondiaux. Il n'y a pas que le critère sportif, il y a le critère lié au comportement, à l'attitude, aux capacités à prendre un avion. À l'envie aussi, on l'imagine. À l'envie, à la motivation. C'est lié aussi aux capacités à vivre ensemble, à vivre dans un groupe beaucoup plus important, à gérer le stress, les émotions. Donc tout ça, c'est un panel de compétences qu'il faut avoir. Et ce sont sur ces critères-là que les sportifs sont choisis. Et ils sont choisis par leurs coachs, qui ont l'habitude de les encadrer. On peut citer le nom du coach. Oui, bien sûr, surtout pas l'oublier, c'est Max Stirnemann, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui va les accompagner, qui les entraîne, ou qui met en place un programme d'entraînement pour que nos résidents soient en tout cas prêts le jour J. Donc voilà, ce sont ces 4 personnes de l'Espérance qui vont participer qui vont voyager ensuite en Russie. Avant la Russie, avant janvier prochain, comment on prépare justement des athlètes atteints ou en situation de handicap ? On les prépare déjà physiquement, avec des entraînements. Donc là, nos 3 sportifs sont inscrits pour l'épreuve de ski de fond, donc ils ont fait quelques sorties de ski de fond quand c'était possible durant cet hiver. Et puis autrement, quand il n'y a plus de neige, on ne va pas s'arrêter. Donc c'est des épreuves physiques telles que la marche nordique, avec différents degrés, différents niveaux, des entraînements de course, beaucoup d'exercices pour maintenir la condition physique. En termes de préparation psychologique ou un peu plus mentale, comme on dit dans le milieu du sport, des réunions de préparation, d'explication, apprendre à gérer les efforts, à gérer les émotions, la peine, la joie, la tristesse, la réjouissance. Comment on gère ça justement, les émotions ? Parce qu'avec la pression de Jeux olympiques à travers le monde, de voyages, etc., il y a un risque peut-être pour ces personnes, parfois de blocage, de panique. Comment on gère ce genre d'événement ? Alors oui, effectivement, on n'est pas à l'abri d'un blocage. Voilà, on peut avoir quelqu'un qui pendant des semaines ou des mois s'entraîne dur, se réjouit, et le jour J, le jour de l'épreuve ou le jour de monter dans l'avion, c'est difficile. Ouais. Donc c'est beaucoup d'encouragement, c'est beaucoup d'anticipation, c'est beaucoup parler, échanger, rassurer, de façon à ce que la personne sente qu'elle a un appui
et puis que ça va passer. Et ensuite, en termes d'organisation, on imagine, pour préparer le voyage, pour préparer la compétition, l'Espérance, du coup, s'implique aussi. Qu'est-ce que ça représente en termes d'organisation de participer à ces Special Olympics ? Alors, il y a les entraînements, il y a des réunions de préparation. Le groupe de l'Espérance, donc, qui fait partie de la délégation suisse composée de 65 personnes, coachs compris, va se réunir 2 ou 3 fois, dont en tout cas une fois sur un week-end prolongé début décembre. Donc il y a la rencontre avec tous les athlètes suisses, c'est ça, hein ? Pour la mise en condition, pour rencontrer tous les autres membres de la délégation, créer des liens et puis aborder les derniers soucis, les derniers points, les dernières informations. Donc il y a un certain nombre d'étapes à franchir. C'est ça. Et donc vous-même, Dominique Pont, vous n'êtes pas coach, mais en revanche, vous chapeautez un petit peu le tout aussi, vous participez activement à cette organisation. Voilà, alors... En temps utile, oui, je suis coach, mais là, c'est vrai que je chapeaute un petit peu tout ça. Et en faisant le lien également avec le mouvement spécial olympique, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, on a eu l'occasion de participer à des grands événements mondiaux. Et là, c'en est un autre, et puis il y en aura d'autres. Voilà, donc du coup on va souhaiter le meilleur pour les Jeux Olympiques à Aurélien, Anton et Géraldine et puis du coup à toute l'équipe de l'Espérance. Merci Dominique Pont d'avoir été avec nous et puis je vous en prie. Tout de bon dans la mise en place de ces Jeux alors. Merci. À bientôt. Merci. Découvrir de nouveaux endroits de la région en marchant ou en courant, c'est ce que propose le Tour du Pays de Vaud ce printemps avec 6 nouvelles étapes à parcourir. L'événement a dû repenser sa formule pour être Covid compatible, avec ou sans chronomètre. C'est vous qui le choisissez. Vous pourrez déambuler quand vous voulez jusqu'au 19 mai sur de nouveaux parcours balisés à Grandson, Yverdon, Essertines, Saint-Saphorin et bien sûr dans la région de la Côte à Tolochna ou à Vinzelles. On parle de ces nouveaux parcours avec l'organisatrice du Tour du Pays de Vaud, Josette Bruchet-Bernasconi. Bonjour Josette. Bonjour Alexandre. Josette, du coup, le Tour du Pays de Vaud, qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que ça va être ce printemps ? Qu'est-ce qui a changé du coup pour être Covid compatible ? Alors, le Tour du Pays de Vaud habituel depuis 25 ans. On a l'habitude de l'organiser tous les mercredis soirs en été et en automne, ainsi qu'au printemps. Et c'est clair que la course se passe un mercredi soir par semaine. Et là, comme les manifestations sportives n'ont pas d'autorisation. Donc, on a revu, parce que c'est clair qu'il faut faire courir un petit peu toutes ces personnes, les maintenir en santé, bon pour le moral aussi. Donc, on a prévu ce Tour du Pays de Vaud connecté. Et puis, voilà, ce qui est bien, c'est qu'on nous remercie parce qu'en fin de compte, les personnes vont aller courir quand elles veulent, le jour qu'elles veulent, à l'heure qu'elles veulent, durant 6 semaines. C'est ça, courir ou marcher, hein, on a l'option en fait. On peut... Courir, marcher, jogger, parce qu'il y en a qui aiment courir et marcher, pour les promeneurs. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, dès 12 ans pour la marche et dès 14 ans pour la course. Voilà, donc j'ai dit jusqu'au 19 mai, donc c'est vrai que la particularité c'est qu'on ne pourra pas faire ça avec plusieurs coureurs, enfin il n'y aura pas d'événement à proprement parler, et donc du coup les coureurs, joggeurs ou marcheurs peuvent faire ça autant de fois qu'ils veulent sur les parcours balisés. Comment ça fonctionne pour participer, pour enregistrer son chronomètre et donc s'inscrire au Tour du Pays de Vaud ? Alors, les personnes vont sur notre site internet, elles vont s'inscrire sur Datasport, comme dans en général la majorité des courses. Le prix est de 37 francs. Pour les 6 parcours et autant de fois qu'ils veulent le faire, les personnes vont recevoir, après avoir payé, un t-shirt et un dossard le lendemain en courrier A, si l'adresse est bonne, parce que je recommande en fin de compte les participants, quand ils vont s'inscrire, de bien contrôler leur adresse postale et leur mail. Ensuite, elles reçoivent un lien de Datasport. Elles vont se connecter sur ce lien pour donner l'autorisation à Strava pour le chronométrage. D'accord, et puis donc soit on s'inscrit parce qu'on a envie du coup d'enregistrer son chronomètre et de le comparer avec les autres participants et participantes, ou bien on peut être libre aussi, comme on l'a dit au début, d'aller faire les parcours qui sont balisés, qui sont prévus pour ça, voilà, quand on veut, on veut. Le but c'est quand même de se chronométrer, parce qu'en fin de compte le but là c'est que les personnes aient un petit challenge quand même, donc le Tour du Pays de Vaud c'est quand même le petit chronométrage, donc où les personnes, si elles n'ont pas Strava, elles peuvent me contacter, puis on a une autre possibilité qu'elles se chronomètrent elles-mêmes. Donc il y a le challenge sportif qui fait partie de l'ADN du Tour du Pays de Vaud, et aussi le fait de découvrir de nouveaux endroits de la région. C'est aussi ça l'ADN du Tour du Pays de Vaud. Alors le but c'était surtout ça de ce TPV connecté, c'était de trouver des nouveaux parcours
que ces parcours n'ont jamais été, on les a jamais eus autour du Pays de Vaud les mercredis soirs. C'est vrai qu'Essertine, on l'a eu autour du Pays de Vaud habituel, mais c'est pas le même parcours, on l'a changé. Yverdon, on l'a eu à l'époque aussi, mais ce n'est pas le même parcours. Donc on veut faire justement découvrir des nouveaux parcours, parce qu'on voit souvent sur Facebook les coureurs se disent entre eux, mais où est-ce que tu vas courir? J'aimerais bien trouver un endroit sympa. Donc là, vous allez trouver des parcours pour eux. Voilà, découvrir le canton. Voilà, et toute la belle nature et la belle campagne du canton. On va parler des 2 étapes donc, dans la région. À commencer, on va le voir en image, le parcours prévu à Vinzelles. Dites-en-nous plus, comment vous choisissez justement ces parcours-là? Alors, c'est un petit peu en collaboration avec d'autres personnes. Par exemple, Vinzelles, c'est avec Léman Running. Comme la personne habite justement à Vinzelles, donc il m'a proposé un parcours. Après, c'est pareil pour Tolochna. On a plusieurs personnes qui se sont proposées. D'ailleurs, on a des autres communes qui se sont proposées d'avoir des parcours. Malheureusement, on en avait déjà 6. Donc voilà, on les réserve peut-être pour une autre fois. Donc là, on voit le parcours de Vinzelles et puis on va voir le parcours ici à Tolochna. Donc distance d'environ 8 km, à peu près comme celle de Vinzelles, pareil. Donc oui. Un autre parcours pour les coureurs ou les marcheurs de la région. Donc on comprend comment vous choisissez tous ces parcours pour le Tour du Pays de Vaud. Et donc on a jusqu'au 19 mai, c'est ça, pour s'inscrire et pour parcourir autant de fois qu'on veut. Voilà, les personnes peuvent continuer à s'inscrire tous les jours et il reste encore 5 semaines, donc c'est vraiment bien parce qu'ils peuvent choisir le jour où il fait beau d'aller et de choisir les parcours. Chaque parcours a son charme en plus. Ouais. Différent. Donc là, c'est le parcours du printemps. Et puis le Tour du Pays de Vaud se passe aussi en automne. Vous prévoyez déjà l'édition d'automne. Vous espérez peut-être, comme on le voit les images derrière moi, avoir plusieurs coureurs en même temps? Voilà. Alors, pour l'automne, disons estival, puisque normalement il commencerait autour du 12 août jusqu'au 22 septembre, je crois, si j'ai les dates en donc tête. Fin de l'été, mais voilà, août-septembre. Bien sûr qu'on espère qu'on pourra faire des manifestations avec un certain nombre d'ici là, mais de toute façon, au cas où, quoi qu'il arrive, on a toujours des idées déjà prêtes pour trouver des solutions. Il faut toujours trouver des nouvelles solutions maintenant. Il faut être apte à réagir, il faut s'adapter et trouver des bonnes solutions. Mais là, le TPV connecté autrement, vraiment les coureurs sont ravis. J'ai des messages tous les jours, très très contents. Bon très bien, alors du coup on ira courir ou marcher ou jogger donc autour du Pays de Vaud. On le rappelle, ces 2 étapes qui passent ici sur la région de la Côte, à Tolochna ou à Vinzelles. Merci beaucoup Josette Bruchet, Bernasconi d'avoir été avec nous. Et puis on recommande du coup aux coureurs de s'inscrire sur le site du Tour du Pays de Vaud pour s'inscrire et enregistrer son chronomètre. Merci beaucoup Alexandre. Merci à vous, à bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé NRTV, j'espère que ce programme vous a plu, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sport.